Alors imaginez un peu la scène. On est à un premier rendez-vous romantique, l'ambiance est parfaite, petite bougie, lumière tamisée. Et là, soudainement, au lieu de parler de ses films préférés ou de ses passions, l'une des personnes sort de son sac une feuille de calcul pour mesurer méthodiquement ce qu'elle appelle les intérêts inéluctables de l'autre. Bon, disons-le clairement, c'est une situation qui semble complètement absurde et qui ferait fuir presque n'importe qui. Mais restez avec moi. Dans notre analyse d'aujourd'hui, on va voir que cette approche, qui a l'air super froide et clinique sur le papier, pourrait en fait être la clé. Pas seulement pour sauver nos propres vies sentimentales, mais littéralement l'avenir de toute notre société. Voici notre plan de vol en 6 étapes. On parlera d'ingénierie de l'amour, des 3 piliers relationnels, du test des 51%, de l'IA comme miroir émotionnel, de l'effet multiplicateur social et, pour finir, du fameux risque d'atrophie. Et promis, même si tout ça manque cruellement de romantisme au premier coup d'œil, les documents sur lesquels on se base relient cette rigueur implacable à la survie même de nos infrastructures sociales. Partie 1, l'ingénierie de l'amour. C'est parti. Généralement, quand on pense à l'amour, on l'imagine un peu comme une petite plante grasse, n'est-ce pas? On la pose sur le rebord de la fenêtre, on lui donne un peu d'eau de temps en temps et on croise les doigts pour qu'elle survive toute seule. Eh bien, nos sources cassent complètement ce mythe. L'amour, ce n'est pas une plante, c'est un système d'exploitation. Ça demande une maintenance très active, il faut faire des mises à jour constantes, appliquer des correctifs et surtout, analyser les journaux d'erreur en permanence pour éviter le crash fatal. Et justement, parlons-en de ce crash. Dans la vraie vie, une énorme dispute dans la cuisine, on voit ça comme un échec, la fin du monde. Mais si on adopte cette vision d'ingénieur, la crise change de nom. Ça devient un point de bifurcation. En fait, c'est littéralement le déclencheur mécanique qui oblige votre système à regarder la réalité en face. Ça le force à innover, à pivoter vers un niveau supérieur, ou évidemment à échouer. Ce n'est pas un bug, c'est une étape nécessaire. Section 2, les 3 piliers relationnels. Voyons comment on empêche cette structure de s'effondrer. Pour supporter une pression extrême, il faut une fondation en béton. Nos sources identifient 3 piliers architecturaux. 1. La volonté. Mais attention, on ne parle pas de tendresse ou d'affection ici, on parle d'une énergie transformatrice pure et brute. 2. La méthode. Ce sont les rails indispensables pour canaliser cette fameuse énergie. Et 3. La conscience, c'est-à-dire la lucidité, la capacité à bien lire le contexte autour de soi. Il y a une métaphore thermodynamique absolument géniale dans les textes pour illustrer ça. Écoutez bien, la volonté, les émotions, c'est le feu. Mais une énergie émotionnelle laissée à l'état sauvage au milieu du salon, ça va juste brûler la baraque entière. La méthode, en revanche, c'est la cheminée. C'est la structure qui permet à ce feu de réchauffer toute la maison en toute sécurité. On enchaîne avec la partie 3, le test des 51%. C'est là que ça devient vraiment chirurgical. Les documents proposent une évaluation sur 5 jours, sans aucune place pour les illusions romantiques. Ça se passe en 4 étapes. Étape 1, on liste nos vrais objectifs inéluctables dans la vie. Étape 2, on les classe par ordre d'importance. Étape 3, on répartit 100 points entre eux. Imaginez quelqu'un qui veut à tout prix fonder une famille, il pourrait mettre 90 points là-dessus. Mais prenez une cadre dirigeante ultra concentrée sur sa carrière, ces 100 points vont être totalement absorbés par son travail, ses voyages, son réseau, et mathématiquement, il n'y aura tout simplement plus de place pour un partenaire. Enfin, étape 4, il faut identifier la ressource humaine capable de remplir ses objectifs. Oui, le terme est glacial, mais c'est exactement l'idée. Et voici la règle d'or, la vérité brute de l'algorithme. Si votre partenaire potentiel s'aligne naturellement avec au moins 51% de vos objectifs vitaux, bingo, le système valide la relation. C'est viable. Mais alors, que fait-on des 49% qui restent? Eh bien c'est simple, on les sacrifie. Ils sont classés comme marginaux, c'est le prix du compromis pour pouvoir vivre la relation à fond. Le parallèle que font les textes avec le monde de la haute finance est saisissant. On parle littéralement de fusion et acquisition. Quand 2 entreprises fusionnent, que se passe-t-il? On rassemble les bons actifs et on coupe sans pitié les branches mortes pour sauver le cœur de métier. Eh bien, pour l'ingénierie relationnelle, c'est la même chose. Fusionner 2 vies, c'est accepter de lâcher ses intérêts marginaux pour garantir la survie de l'entreprise commune, c'est-à-dire le couple. Partie 4, l'IA comme miroir émotionnel. Bon, aucun système n'est infaillible face au chaos du quotidien, n'est-ce pas? C'est ici que l'intelligence artificielle entre en jeu dans notre source. Attention, on ne parle absolument pas d'un robot qui va remplacer votre partenaire. Ce serait effrayant. On parle plutôt d'une IA empathique. Imaginez une sorte de correcteur orthographique, mais pour vos émotions, qui tourne silencieusement en arrière-plan et qui souligne vos erreurs avant que vous ne fassiez une gaffe monumentale. Concrètement, ça donne quoi? Ces réseaux de neurones pourraient scanner vos messages et vous dire « Oups, attention, vocabulaire passif-agressif détecté ».
L'IA pourrait remarquer un repli émotionnel juste en analysant votre temps de réponse, ou carrément capter une montée de stress grâce au capteur de votre montre connectée. C'est un véritable tableau de bord clinique, un rétroviseur qui vous montre vos propres angles morts pour que vous puissiez corriger le tir avant que la fameuse dispute n'éclate à 3 heures du matin. C'est quand même incroyable, non? Allez, on dézoome avec la partie 5, l'effet multiplicateur social. Pourquoi tout cet acharnement sur un simple couple? La réponse, c'est l'effet papillon. Selon les données explorées, vivre dans une relation stable fait chuter vos niveaux de cortisol, l'hormone du stress, dès le réveil. Vous partez au travail plus serein. L'après-midi, vous prenez de meilleures décisions. Vous êtes un manager beaucoup moins toxique pour vos équipes. Et sur le long terme, cette petite optimisation dans un seul foyer se propage, allégeant de façon massive la charge sur le système de santé de toute la société. Les documents vont encore plus loin, avec une vision monumentale pour nos plateformes numériques. Aujourd'hui, les réseaux sociaux se nourrissent de notre indignation et de notre colère. Ça rapporte des clics. Mais si on injectait ces fameuses métriques de bien-être relationnel directement dans les algorithmes, on transformerait ces machines à haine en véritables réseaux empathiques qui mettraient en avant la résolution de conflits et l'écoute. Un vrai changement de paradigme. Enfin, partie 6, le risque d'atrophie. Parce que oui, toute révolution amène sa part d'ombre. Résumons un peu tout ça. L'ingénierie, la méthode, le test implacable des 51% et l'IA comme miroir de nos émotions. Sur le papier, cette optimisation relationnelle totale pourrait sauver notre efficacité et notre paix sociale. C'est fantastique. Mais cela introduit un paradoxe philosophique majeur que les textes soulignent très bien. Voici la réflexion finale. Si on sous-traite la gestion de notre comportement à un algorithme, si on compte sur notre téléphone pour nous dire quand on est injuste ou distant, est-ce que nos propres muscles de l'empathie ne vont pas finir par s'atrophier définitivement? Au fond, ça veut dire quoi d'être humain et authentiquement compatissant si c'est une machine qui doit nous envoyer une notification pour nous rappeler d'être gentil? Voilà un vrai casse-tête pour l'avenir de nos relations. Je vous laisse méditer là-dessus.